Bonjour Clément Beaune. Bonjour. On commence avec ce qui se passe depuis 48 heures, 72 heures à Davos. Alors finalement, Donald Trump ne va pas intervenir militairement au Groenland, mais il tient son bout de banquise, comme il le dit. Il dit avoir négocié avec l'OTAN la souveraineté de petites zones du territoire. C'est assez flou, mais est-ce qu'il faut le croire ? Vous savez, avec Donald Trump, on s'habitue à regarder l'actualité chaque matin et ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc il faut toujours rester ferme sur ses principes, défendre la souveraineté du Danemark et du Groenland, comme l'a fait le président et les Européens depuis des semaines. Et puis prudent, parce que Donald Trump souvent a varié, une espèce de stroboscope comme ça dans la grammaire internationale, où tous les jours il y a un flash dans un sens différent. Bon, ça semble quand même indiquer que la voie européenne de dire on est ferme, on défend la souveraineté du Danemark et du Groenland. S'il y a des provocations, voire des attaques, on est prêt à répondre parce qu'on n'est pas dépourvu d'armes, notamment économiques. Et cette fermeté-là, qui a initié la France en Europe, il faut le dire aussi, qu'a le président de la République a porté, eh bien je pense que c'est la seule voie qui, nous en tout cas, doit être la nôtre parce que il ne faut pas qu'on se cale sur chaque tweet ou chaque déclaration de Donald Trump. Il menace de taxer à 200% les vins et champagnes français. À ce stade, la menace plane toujours. Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut pas se laisser impressionner et il va demander l'activation de l'instrument anti-coercition. Donc c'est une arme un peu massive contre l'économie américaine. Il y a un sommet européen ce soir, sauf que l'Europe quand même sur cette question est divisée. On sent les Allemands et les Italiens extrêmement prudents. Vous avez vu les 200% qui ont été, je crois, annoncés sur un tarmac avec un micro tendu où Donald Trump semblait découvrir les déclarations européennes et réagir en direct. Bon, c'est là aussi cette espèce d'effet stroboscope. Donc le président de la République, il a une ligne continue depuis des mois, qui est de dire on a toujours une discussion avec les États-Unis, mais on est extrêmement ferme sur la défense des intérêts européens. Et là où le président de la République a eu complètement raison, c'est de dire en premier, c'est le premier leader européen qui l'a dit, on a des outils. L'instrument anti-coercition, très simplement, ça veut dire que quand vous êtes sous pression, vous pouvez réagir par l'exclusion d'entreprises américaines, par exemple, des marchés publics européens. C'est massif, des centaines de milliards d'euros. Paramettre des droits de douane, par exemple. Il ne faut pas souhaiter le faire, mais il faut dissuader en évoquant ces mesures. Ce soir ou demain, il y a un sommet européen, des discussions. C'est aussi l'occasion de dire à nos partenaires européens l'agenda de fermeté européenne, un, il est possible, et deux, il est absolument vital dans le monde dans lequel on est. Est-ce que Donald Trump, paradoxalement, peut être utile à l'Europe, peut être un sacré moteur pour que l'Europe s'organise et s'émancipe ? Bon, c'est une forme d'alarme qui sonne tous les matins, hein, Donald Trump, si vous voulez, qui nous réveille, nous, Européens. Oui, parce qu'on s'est dit dans le premier mandat de Donald Trump, moi j'étais auprès du président Macron dans ce premier mandat, ça va passer. Lui-même s'habituera, changera un peu, il n'a pas changé. Et puis, il est parti, il ne reviendra pas. Il est revenu. Et puis, il y aura peut-être un Trumpisme après Trump. Donc, il ne faut pas se dire que c'est une sorte de parenthèse désagréable et qu'il faut en quelque sorte faire le dos rond. Il faut être calme, c'est ce qu'a rappelé le président, mais il faut défendre durablement nos intérêts d'Européens. Investir plus dans notre défense pour être moins dépendant, plus autonome. Et puis, par notre marché intérieur, qui est le plus grand du monde, défendre nos intérêts économiques et parfois prendre des mesures, y compris contre les Américains, s'ils nous attaquent. Sur la forme, on voit Donald Trump se moquer de plus en plus d'Emmanuel Macron. Alors, hier, c'était sur ses lunettes, sur son attitude qui est qualifiée de dure à cuire par le président américain. Il le présente aussi comme un président démonétisé en fin de course. Est-ce qu'il n'y a pas, sur cette dernière partie, finalement un fond de vérité ? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, et depuis la dissolution, Emmanuel Macron n'incarne pas de fait une forme d'impuissance ? Alors ça, j'y crois pas du tout. Pour avoir vu d'autres leaders européens qui approchaient d'une fin de mandat, c'est la vie démocratique. J'ai vu avec Angela Merkel, je peux vous dire que quand elle défendait la voix de l'Allemagne, elle était écoutée. Aujourd'hui, quand le président de la République, et c'est lui qui l'initie encore une fois, parle de l'instrument anti-coercition, pousse les Européens à être plus fermes. On a vu Mme von der Leyen tenir aussi, pour la première fois, un langage de fermeté à Davos. Et je pense qu'il prend le leadership de cette réaction européenne. Et tout ce qui arrive là, y compris l'existence même de l'instrument anti-coercition, si Emmanuel Macron et la France, depuis 2017, j'ai été aux premières loges, ne l'avaient pas porté, personne ne l'aurait défendu. Et donc on a besoin d'une voix de la France que porte le président, même ses adversaires politiques en politique intérieure le reconnaissent, qui est une voie de fermeté au niveau européen. Sauf qu'en politique intérieure, il y a quand même quelques preuves d'impuissance politique, notamment les difficultés à faire passer un budget. On entend de plus en plus de voix au sein du bloc central qui disent est-ce que Sébastien Lecornu est aussi habile que ça ? Parce que finalement, il a tout cédé aux socialistes et on a fini avec un 49-3. Oui, enfin, s'il n'y avait pas, on refait le film, mais s'il n'y avait pas eu cette ouverture faite par le Premier ministre sur le fait qu'on allait faire une vraie discussion parlementaire, qu'on n'allait pas mettre un 49.3 dès le début, il n'y aurait pas eu d'accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est quand même très important, et probablement il n'y aurait pas eu de discussion du tout sur le budget de l'État. Donc c'est une situation imparfaite, et sur le fond et sur la forme, parce que nous sommes dans une
situation parlementaire très fragmentée. Moi, ce que je veux voir quand même, c'est le verre à moitié plein, c'est que des partis politiques, non seulement dans le bloc central, mais le Parti socialiste aussi, ont montré qu'en France, où on nous disait que la culture de la discussion, de la coalition n'existait pas, ont réussi à trouver des voies de compromis. Le compromis, c'est moins clair et c'est moins sympathique que la verticalité d'une seule majorité ou d'un seul parti, mais c'est la situation politique telle qu'elle est et probablement telle qu'elle va durer en France et en Europe. On a cru comprendre que les nouvelles mesures seraient financées notamment par un coup de rabot général sur les budgets de l'État, mais aussi par des économies sur les opérateurs et les agences de l'État. Vous êtes haut commissaire au plan. Est-ce que vous allez être concerné par ces économies ? Bien sûr, autant je pense qu'on a besoin d'avoir cette vision de long terme. On le voit sur des mesures comme celle que prend Donald Trump. On va sortir des propositions très concrètes pour se protéger contre la menace commerciale chinoise. C'est notre mission de long terme, mais on fait des économies. Probablement d'ailleurs plus qu'aucune autre agence. Je suis arrivé au mois de mars, on a déjà fait 15% d'économies sur notre fonctionnement. Ça représente combien Ça représente plusieurs millions d'euros et on va réduire nos effectifs en 18 mois de 15 à 20%. Je crois qu'il y a assez peu d'agences qui le font, assez peu d'ailleurs de collectivités publiques tout court. J'entends beaucoup de gens, M. Lisnard et d'autres, donner des grandes leçons. Nous, on fait les choses discrètement, concrètement, sérieusement. Et il y a assez peu d'endroits où on le fait. Il faut le faire tout en assurant nos missions de service public. Pour éviter le blocage, vous préconisez une large réforme de la procédure budgétaire. D'abord, fondre le budget de la sécurité sociale avec celui de l'État et ensuite avoir des lois budgétaires pluriannuelles sur 3 ou 5 ans. Ça permettrait de donner de la visibilité, de dédramatiser le vote du budget. C'est ce que vous dites. Pour vous, c'est un objet politique à mettre dans une campagne présidentielle ? Mais c'est un objet démocratique, évidemment, parce que la procédure budgétaire, c'est devenu un sketch aujourd'hui. Personne ne comprend rien. Et je crois que d'ailleurs, avoir tous les ans une discussion et parfois des changements importants sur la fiscalité pour les citoyens, pour les ménages, comme pour les entreprises, ça ne va pas. Et donc la pluriannualité, c'est-à-dire avoir un budget pour 3 ou 5 ans, qui ne bouge pas chaque année avec ces espèces de coups de yo-yo, c'est important pour le pays, c'est important pour la confiance, parce que le budget, chacun le voit, c'est pas un objet technique, c'est ce qui détermine l'investissement des entreprises, l'emploi dans le pays, le pouvoir d'achat des Français. Donc je pense qu'il faut plus de stabilité, procédure moins longue et mieux évaluée aussi, parce qu'on ne peut plus avoir des amendements la nuit, qui coûte 3 ou 4 milliards d'euros, sans aucun chiffrage et sans aucun débat démocratique éclairé. Toutes ces propositions, on les a faites avec Benjamin Morel et on continuera. Un dernier mot sur les municipales à Paris. Le candidat Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, est le troisième homme de cette campagne. Il a à peu près 16% de voix dans les sondages. Mais il reste loin. Oui, il est en dynamique plutôt, mais il reste quand même très très loin d'Emmanuel Grégoire notamment, qui est le candidat de l'Union de la gauche, qui recueille 30%, et Rachida Dati, candidate de la droite et du centre, avec 28%. Est-ce que vous pensez que Pierre-Yves Bournazel peut encore s'imposer dans ce duel ou c'est peine perdue? J'en suis totalement convaincu parce que les Parisiens, comme beaucoup en France, commencent à regarder cette campagne municipale seulement maintenant. Donc tout est devant nous. C'est le seul candidat qui a gagné des points sondage après sondage. Il faut être prudent, mais ça donne quand même une dynamique. Et je suis sûr qu'il y a chez beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, moi je les rencontre, une volonté d'alternance qui ne soit pas une espèce de grand retour en arrière sur la voiture et sur beaucoup de choses qu'on voit revenir dans le débat. Il faut avoir du sérieux. Paris, c'est une ville où il y a 10 milliards d'euros à gérer, où les Parisiens veulent de la modération, de la nuance et du sérieux, pas du clivage. Oui, mais comment vous expliquez que beaucoup dans votre camp soutiennent Rachida Dati, Benjamin Haddad, le ministre de l'Europe, c'est pas rien, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, c'est pas rien. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Rachida Dati fait peur? Ça, je ne sais pas, il faut leur demander. Mais en fait, c'est très peu de gens. Moi, je suis vice-président de la Fédération de Paris. Il y a 2 cadres parisiens qui soutiennent Rachida Dati. Tout le monde, on a voté sous l'autorité de Gabriel Attal qui dirige le parti, très clairement, démocratiquement. 95% des militants parisiens sont engagés dans cette campagne avec Pierre-Yves Bournazel, comme moi, comme la plupart des députés, des cadres et des élus. Donc on va faire cette campagne ensemble, de manière unie. Pourquoi Rachida Dati ne serait pas une bonne maire de Paris? Elle est connue des Français, elle est connue des Parisiens. Elle est identifiée comme la première opposante aujourd'hui à Anne Hidalgo. Si Mme Dati refuse le débat, et on nous dirait il ne faut pas choisir. Il ne peut y avoir qu'une seule offre. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un débat démocratique. Il y a Mme Dati et d'autres. Moi, j'ai fait le choix de Pierre-Yves Bournazel parce que je pense, je vous le dis, qu'il incarne cette alternance dans une forme de sérieux et de modération. On en a besoin pour Paris après beaucoup d'aléas de gestion ces dernières années. S'il reste le troisième homme au soir du premier tour, il doit rallier Rachida Dati? Non, mais on ne se situe pas dans cette situation-là. Et cette question, moi, elle me fait toujours sourire parce que poser la question à tous les candidats, le soir du premier tour, on verra qui est en tête et il y aura des surprises. Et je ferai campagne, moi, pour qu'on soit le plus haut possible et même en tête. Et si le second tour oppose Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, est-ce que vous voterez pour le candidat socialiste, le candidat de l'Union de la gauche pour Moi, Emmanuel j'ai choisi Grégoire? Un candidat pour le premier tour et je souhaite que ce soit le candidat pour le deuxième tour. Et c'est amusant qu'on pose cette question à M. Bournazel et à ses soutiens et jamais à Mme Dati et M. Grégoire. Si tout le monde vient sur le même plateau, poser la question à tout le monde en même temps, ça sera intéressant. Pour l'instant, on fait campagne et on sera en tête.
Merci beaucoup Clément Merci à Beaune, vous. bonne journée à vous. Merci beaucoup Clément Beaune. Alix, on vous retrouve à partir de 8h10 évidemment pour le 10 minutes info et votre édito dans Tout est politique.